Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus malgré le climat qui est un petit peu douloureux en ce moment. Mais c'est un climat de blob. Donc lui, le blob, il aime ça. La pluie. Donc, vite fait, je vais me présenter. Je m'appelle Audrey Dussutour, je suis chercheur au CNRS à l'université Paul Sabatier. Et j'étudie, en fait, ma marque de fabrique, c'est les fourmis. Mais depuis 10 ans, j'étudie le blob. Alors, je vois que dans cette salle, il y a des enfants. Vous avez de la chance d'être pas nombreux et du coup, à la fin de la conférence, je serai en mesure de vous donner un petit cadeau pour vous remercier d'être venus. Donc aujourd'hui, on va parler d'un organisme qui vit dans vos forêts. La plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, pourtant il est bien là, et surtout au mois de juin. Mais avant de vous parler de cette chose étrange qui bouge dans vos forêts, je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas moi qui ai médiatisé le blob. Le blob, en fait, il a été connu dans les années 70 au Texas, en Amérique. Il y a une dame qui s'appelait Marie, qui a trouvé dans son jardin une chose immonde qui ressemblait selon elle à une omelette. Ça avait la taille d'un cookies. Elle a trouvé ça absolument affreux, elle a pris son râteau, elle l'a éclaté. Le lendemain, elle revient au même endroit, la chose a doublé de taille, elle fait maintenant la taille de 2 cookies. Donc elle se dit, cette chose, ça ne va pas me faire, je prends des insecticides, peut-être un peu de glyphosate, elle le met sur le blob, et le lendemain, le blob fait la taille de 4 cookies. Donc là, elle se dit, bon, là j'ai un souci, j'ai besoin d'aide, donc là, elle appelle les pompiers. Que font les pompiers? Ils prennent leur lance d'eau et ils pulvérisent le blob avec de l'eau. Le lendemain, la chose fait la taille de 8 cookies. Donc là, vraiment, Marie, elle se dit, il faut que je trouve un autre moyen. Et là, elle appelle la police. On est au Texas. Que fait la police? Elle tire sur le blob. Rien n'y fait. Le lendemain, la chose fait la taille de 16 cookies. Un bon mètre carré. Donc là, Marie, elle tombe dans la dépression. Directement, elle se dit, cette chose va ruiner mon jardin, ça va manger ma maison, ça va manger mes géraniums. Et finalement, la chose, du jour au lendemain, a disparu. Alors il n'en fallait pas plus dans les années 70 aux États-Unis pour conclure que le jardin de Marie avait été visité par un extraterrestre. Et cela a donné de l'inspiration à nombreux réalisateurs, et je vais vous montrer la bande-annonce d'un film qui s'appelle Le Blob, le tout premier film de Steve McQueen. Dave, Doc Hallen's been killed. Doc Hallen, what happened? It's over at his place. You gotta come now. Now, wait a minute, Steve. Tell us what happened. Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed the doc. Well, what was it? Stop with it, kid. But it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger. Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Two teenagers see it first, like a falling star from outer space. Oh, that was close. Hey, come on. I want to see if I can find it. An old man finds it, touches it, and this is the shocking result. From then on, there's no stopping the blob as it spreads from town to town. It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it. Je vous rassure tout de suite, le blob n'est pas un extraterrestre, du tout. Alors vous en avez sûrement observé dans la nature, mais vous avez confondu peut-être avec un champignon. Le blob, ça ressemble à ça. C'est toujours à l'obscurité et c'est sur du bois pourri la plupart du temps. Alors voici un petit blob français à la forêt de Fontainebleau en 2017. Un petit blob toulousain à Portet-sur-Garonne, dans une plantation de tomates. Alors si vous faites de la permaculture, vous avez peut-être déjà vu ces choses un petit peu jaunes et rondes qui ressemblent à des éponges. Et c'est ce qu'on appelle des blobs. On peut aussi le trouver en milieu un peu plus urbain. Donc ici, c'est dans une exploitation laitière. Donc ce que vous voyez ici, qui est très grand, qui fait plus d'1 mètre, c'est un blob.
On le trouve aussi dans les composts. Alors je ne sais pas si vous faites du compost, mais là aussi le blob se régale. Et dernièrement, il y a moins de 2 semaines, on m'a envoyé cette magnifique photo d'un blob blanc dans un compostier. Alors, le blob, qu'est-ce que c'est? Le blob, ce n'est pas un champignon, certainement pas, ce n'est pas un animal non plus, ce n'est pas une plante, et ce n'est surtout pas un extraterrestre. Alors, pour comprendre qu'est-ce que le blob, je vais vous faire un mini cours accéléré de biologie. Il y a 4 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre sous forme bactérienne. 2 milliards d'années plus tard, la vie se complexifie, et c'est ce qu'on appelle l'apparition de la cellule qui s'appelle eucaryote, c'est-à-dire une cellule où les chromosomes, l'ADN, est enfermé dans un noyau. C'est une cellule beaucoup plus complexe qu'une bactérie, c'est 10 fois plus gros. Alors, si on regarde l'arbre des organismes qui sont considérés comme des eucaryotes, voici ce qu'on trouve. Alors, pour vous situer sur cette carte, sur cet arbre de vie, nous sommes là, cette toute petite branche que vous voyez ici, ce sont tous les animaux, mais tous. Si on remonte dans le temps dans l'arbre, notre premier ancêtre, c'est le champignon. Et si on remonte un tout petit peu plus dans le temps, qu'est-ce qu'on trouve? Un lien avec les blobs. Alors il faut savoir que vous êtes plus proche d'un cèpe que d'un blob. Alors quand je vais vous montrer les capacités d'un blob, vous allez un petit peu regretter d'être plus proche d'un cèpe que d'un blob. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont les plantes. C'est vrai qu'à l'école, on vous parle toujours que des champignons, des animaux et des plantes, mais vous pouvez voir qu'en fait, l'arbre de la vie est composé de tas d'autres organismes unicellulaires dont on ne parle jamais, qui font plus de 90% de l'arbre de la vie. Donc aujourd'hui, on va parler de cette toute petite branche où il y a les blobs. Alors pour mieux comprendre, vous savez, nous les scientifiques, on aime classer. Donc je vais vous faire une petite fiche d'identité, et la première fiche d'identité que je vais vous faire, c'est nous, l'homme. Alors, nous faisons partie des eucaryotes, donc nous sommes composés de cellules complexes. Nous faisons partie d'un règne qui s'appelle les animaux. Alors les premiers animaux sont apparus à peu près il y a 450 millions d'années, et c'était des éponges, les tout premiers animaux. Plein de gens ne savent pas que les éponges sont des animaux. Et les coraux aussi sont des animaux. Donc sur cette photo, il y a bel et bien 2 animaux. Ensuite, nous faisons partie d'une classe qui s'appelle les mammifères. Alors les mammifères, c'est une grande diversité, là, puisque vous allez trouver dans la classe des mammifères les lions, les rhinocéros, des petits rongeurs australiens, des grandes baleines, etc. Les mammifères, c'est plus de 5500 espèces différentes. Donc nous sommes des mammifères, et notre nom d'espèce, c'est Homo sapiens sapiens. Donc voici 2 spécimens d'Homo sapiens sapiens, ici. Je ne sais pas si vous les connaissez. Maintenant, nous allons faire la carte d'identité du blob, de la même façon. Alors, le blob. Le blob, c'est aussi un eucaryote. C'est la seule chose que nous avons en commun avec lui. Parce qu'ensuite, lui, il ne fait pas partie du règne des animaux, comme je vous ai dit, mais d'un règne qui s'appelle les amébozoaires. Alors, les amébozoaires, c'est quoi? C'est des organismes unicellulaires qui n'ont aucune forme, qui ressemblent à rien. C'est ce que vous voyez ici. Alors, l'être le plus connu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'amibe. L'amibe que des fois, vous l'attrapez quand vous partez à l'étranger, etc. Et ça vous pose un petit peu des problèmes. Voilà, c'est ce petit organisme. Le blob, il en fait partie de ce règne aussi. Et ensuite, il fait partie d'une classe qu'on appelle les myxomycètes. Et là aussi, on a une grande diversité. Vous pouvez voir que vous avez des blobs qui ressemblent à des éponges jaunes, d'autres qui ressemblent à des spaghettis, d'autres à des petites boules roses, d'autres à des mycéliums. Il y a plus de 1000 espèces de myxomycètes, ce que moi j'appelle blobs. En réalité, myxomycète veut dire champignon gluant, parce que jusque dans les années 90, les gens pensaient que les blobs étaient des champignons. Mais ce n'est pas des champignons. Donc, l'espèce sur laquelle je travaille, elle s'appelle Physarum polycéphalum. Donc c'est un nom qui est un petit peu compliqué, c'est pourquoi on l'a surnommé le blob. Alors, les espèces de myxomycètes, il en existe de toutes les couleurs. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour en avoir des rouges, des roses qui ressemblent à des vieux malabars, des noirs qui ressemblent à des vieux caviar, vous en avez des blancs, vous avez vraiment toutes les couleurs. Et pourquoi on a eu du mal à les classer? Si je vous montre cette photo, ici vous avez des blobs, ici, et là vous avez des anémones de mer. Vous voyez que quand même la ressemblance est frappante. Et c'est la même chose avec les champignons. Donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à les classer. Mais réellement, en fait, le blob il est bien plus ancien. Si on regarde la ligne de vie, le blob il apparaît il y a 1 milliard d'années. Les champignons, eux, apparaissent qu'il y a 650 millions d'années. Ensuite, vous avez les tout premiers animaux, les éponges, il y a 450-500 millions d'années. Puis vous avez les dinosaures et nous, enfin nous.
ce qui ressemblait de loin à un humain, 6 millions d'années. Donc il faut imaginer qu'il y a 1 milliard d'années, vous aviez une planète couverte d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas de forme, sans plantes, sans champignons, sans animaux. C'est un peu difficile à imaginer. Alors si on revient à l'homme, dans toute sa splendeur, on est formé de 100 000 milliards de cellules. Chacune de nos cellules a une fonction. Vous avez par exemple des spermatozoïdes et des ovules pour vous reproduire, vous avez des neurones dans votre cerveau pour réfléchir, vous avez des cellules digestives dans votre estomac pour digérer. Alors le blob, lui, le problème c'est que il n'a qu'une cellule. Et avec cette seule cellule, il doit quand même se reproduire, quand même digérer et quand même, vous allez voir plus tard, réfléchir. Alors le blob, il a une petite particularité, quand même sa cellule, vous voyez ici son noyau. En réalité, le blob n'a pas un noyau, mais il en a plusieurs. Et il faut savoir que le blob, vous savez peut-être que nous, on a 23 paires de chromosomes, mais le blob, il en a 40 paires, donc il en a plus que nous. Et il a aussi beaucoup plus de gènes que nous. Donc, vous allez voir très vite qu'il sait mettre tout ça à profit. Donc, cette cellule du blob, elle a une particularité. Elle est géante. Elle peut atteindre des tailles jusqu'à 10 mètres carrés. Alors, il faut savoir que nos cellules à nous, elles font 10 microns. Et là, on est face à une cellule qui fait 10 mètres carrés. Elle est tellement grande qu'elle est rentrée dans le Guinness des records. Donc ici, vous voyez une personne qui partait à la retraite et ils lui ont offert, comme cadeau de départ, un blob géant de 10 mètres carrés qui faisait le W, qui était la première lettre de son nom. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait avec ce blob après. Ça ne devait pas être facile à transporter. Donc si on regarde un ordre d'échelle plutôt grossière, ça c'est une de vos cellules et ça c'est la cellule du blob. Donc vous voyez que c'est 10 000 fois plus gros. Alors qu'est-ce qui est intéressant quand on étudie le blob? Ça vous paraît peut-être pas très intéressant pour quelqu'un comme moi qui étudie le comportement animal. En fait le blob, si on se concentre et qu'on est très patient et qu'on le regarde, le blob bouge. Alors bon, il ne bouge pas très vite. Si vous allez en forêt et que vous trouvez un blob, vous n'allez pas le voir bouger. Parce qu'il fait 1 cm à l'heure. Et ça c'est quand il est vraiment très affamé. Donc vous n'allez pas vraiment le voir bouger, il faut être extrêmement patient, il vaut mieux mettre une caméra et revenir le lendemain. Mais vous pouvez voir le blob comme ça, ramper dans son environnement. Alors toujours à l'obscurité, le blob déteste la lumière. Donc si vous voulez voir un blob, il faut vraiment aller vraiment profond dans la forêt. Alors comment cet organisme bouge, sachant qu'il est dénué de tout membre? Il n'a pas de jambes, il n'a pas d'ailes, il n'a rien. Mais si on regarde la cellule du blob d'un petit peu plus près, donc ici c'est un beau bloc vert qu'on a coloré au laboratoire, vous voyez qu'il est parcouru d'un système veineux, un petit peu comme notre système veineux à nous. Et si maintenant on regarde par microscopie ce système veineux, vous allez voir qu'il y a un liquide qui coule à l'intérieur. Alors c'est un petit peu comme le sang du blob. Alors vous allez voir une particularité, le liquide coule dans une direction, puis après cette circulation s'inverse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait comme ça des allers-retours. Sans arrêt. Alors imaginez que ça vous arrive à vous, vous auriez des petits problèmes. Mais le blob, c'est ce qui lui permet de bouger. Alors comment il fait? Alors si vous regardez la petite vidéo en bas, qu'est-ce qu'il fait le blob? En fait, il pousse avec son liquide sur la membrane, puis après il rétracte un petit peu son liquide, et puis il repousse à nouveau. Mais il pousse toujours plus que ce qu'il rétracte. C'est comme s'il avançait de 2 pas, et qu'il recule d'1 pas. Et c'est comme ça qu'il avance. Alors ça ne paraît pas très efficace, mais quand vous n'avez pas de jambes, c'est mieux que rien. Alors si vous regardez... Maintenant, on sort du microscope, on regarde le blob, on peut voir ce genre de mouvement. Voici les oscillations qu'on peut observer. Donc vous voyez, hop, il avance, il recule, il avance, et c'est comme ça. Et on peut même voir à l'œil nu la contraction des veines. Donc c'est des veines qui peuvent faire jusqu'à 1 mm de large, donc largement visible à l'œil nu. Et si on se met un petit peu encore à l'extérieur et qu'on regarde le blob en entier, on va voir qu'il est complètement animé d'oscillations. Alors ce que vous voyez ici, qui peut ressembler à de la respiration, ce n'est pas du tout de la respiration, c'est vraiment ces mouvements de liquide dans la cellule. Et si on regarde cette cellule en train d'osciller, on peut voir aussi que non seulement elle bouge, mais elle grossit en même temps qu'elle bouge. Donc vous voyez, c'est assez hypnotique. Donc vous ne verrez pas ça dans la nature. Il faut filmer pour voir ça. Là, c'est accéléré au moins 20 à 30 fois. Alors, je vais même vous montrer vraiment le degré d'accélération, vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi le blob bouge? Parce que comme tout organisme vivant, il a besoin de se nourrir. Et que mange le blob? Le blob, sa nourriture préférée, c'est les champignons.
Alors c'est un grand prédateur de bactéries aussi, mais clairement ce qu'il préfère c'est les champignons. Alors ici vous allez voir une expérience qui dure en réalité 24 heures. On ne va pas rester ici 24 heures, on va rester ici juste 20 secondes pour regarder cette expérience. Et vous allez voir ce qu'il arrive à ces deux petits champignons. Alors d'abord il les couvre, mais après vous allez voir très vite qu'il ne fait pas que ça. Alors il les dévore entièrement, hein. Il ne restera rien de ces deux pauvres petits champignons. Alors petit champignon de Paris, il est quand même goûtu, le blob ne mange pas tous les champignons. Alors nous en laboratoire, on n'élève pas des champignons, parce que c'est un petit peu compliqué la culture des champignons, mais dans les années 60, il y a un chercheur qui a fait une découverte assez extraordinaire. Le blob adore les flocons d'avoine. Donc on nourrit notre blob avec des kilos de flocons d'avoine, il adore ça, il en mange tous les jours. Alors le problème avec le blob, c'est que c'est un vorace. Et plus le blob mange, plus le blob grossit. Et si vous n'allez pas donner à manger à votre blob, voici ce qu'il arrive. Ben, le blob, il prend la poudre d'escampette. Parce que s'il a faim, ben, il part. Et il va coloniser d'autres milieux. C'est comme ça que moi, je l'ai déjà trouvé au plafond une fois. Parce que le blob, vous voyez ici, nous on le garde dans des boîtes et si on ne vient pas le week-end lui donner à manger, ben, lui, il part. Alors ça peut être contraignant parce que ça veut dire qu'il faut venir tous les jours donner à manger à votre blob. Le samedi, le dimanche, Noël, le réveillon. Alors ça peut être compliqué au bout d'un moment. Mais il y a quelque chose qui est génial, le blob nous facilite quand même la tâche. Chez le blob, quand vous avez un blob qui est un petit peu vieux, vous avez un blob qui commence à moins grandir. Quand il a 4 mois, le blob, il commence à moins grandir, il attrape des infections, on voit qu'il n'est pas bien. Là, on peut le sécher. Et on a une structure qui se forme comme celle-ci, qu'on appelle une sclérote. Et cette sclérote, vous pouvez la garder pendant 1 an ou 2 ans, sans manger, sans boire, sans aucun problème. Ensuite, pour réveiller le blob, il suffit de mettre un tout petit peu d'eau. Mais ce qui est génial, c'est que quand il se réveille, le blob, il est jeune. Donc c'est comme si vous preniez une personne âgée, vous la faites sécher, puis vous l'arrosez un peu d'eau, et puis elle reprend toute sa jeunesse. Donc en réalité, le blob, dans les conditions de laboratoire, mais je dis bien dans les conditions de laboratoire, hein, en l'absence de tout danger, le blob est immortel. Nous, les blobs avec lesquels on travaille, ils ont plus de 70 ans. Et ils se portent très très bien. Alors, voyons le cycle de vie du blob, parce que même malgré cette immortalité, il a quand même un cycle de vie. Alors voici sur quoi nous on travaille, c'est cette cellule géante. Et cette cellule géante, quand au bout d'un moment les conditions ne sont pas top top, qu'il commence à plus y avoir à manger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sporule. C'est pour ça qu'on l'avait longtemps confondue avec un champignon, parce qu'elle forme des spores. Ces spores vont s'envoler avec le vent, elles vont s'ouvrir et elles vont germiner. Vous allez avoir une petite cellule qui va sortir, qui est flagellée, qui ressemble un petit peu à un spermatozoïde, et elle va partir à la recherche d'une cellule du sexe opposé. Il va y avoir fusion, formation d'un œuf, et dans cet œuf, seul le noyau va se diviser. La cellule ne se divisera pas, pas comme nous. C'est juste le noyau qui va se diviser, vous allez avoir beaucoup de cellules qui va grandir, grandir, grandir au cours des divisions du noyau. Alors, voici ce que ça donne en film. Vous avez ici le blob qui se développe sur un arbre mort, et vous allez le voir sporuler. Et vous allez voir que tout le blob entièrement rentre à l'intérieur de ces structures qui s'appellent des sporanges et se transforme en spores. Donc c'est comme si vous, à l'étape de la reproduction, les filles devenaient entièrement ovules et les garçons entièrement spermatozoïdes. Je veux dire, tout l'organisme se transforme en cellules sexuées. Il n'y a rien qui disparaît. Alors, chez les animaux et chez les plantes, la plupart du temps, on a 2 sexes. Hein? On a le sexe garçon et le sexe fille. Chez le blob, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il ne fait jamais comme tout le monde. Le blob, il a 720 types sexuels différents. Donc vous, quand vous partez à la recherche du sexe opposé, vous avez une chance sur 2, si vous partez en boîte de nuit. Le blob, lui, il a 719 chances sur 720. Disons qu'il faudrait vraiment qu'il n'ait pas de bol pour trouver une cellule qui soit exactement du même sexe dans la nature. Donc en réalité, il a 99,9% de chances de trouver un partenaire du sexe opposé.
Alors ça, c'est les caractéristiques du blob, ce que je viens de vous démontrer. C'est ce qu'on connaît de la biologie du blob. Maintenant, je vais vous parler de nous, ce qu'on fait comme recherche à l'heure actuelle au laboratoire. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce que nous apprend le blob. Qu'est-ce qui fait qu'on étudie le blob? Alors, moi, je suis une spécialiste du comportement animal, et du coup, ce que j'étudie, c'est l'intelligence animale. La plupart du temps, donc, chez les fourmis. Et donc, chez le blob, j'ai essayé de voir si le blob, malgré l'absence de tout système nerveux, pouvait être intelligent. Parce que vous avez affaire à une seule cellule. Donc, elle a clairement, par définition, pas de cerveau, cette cellule. Et donc, est-ce qu'une cellule peut montrer une certaine forme d'intelligence? Alors, pour démontrer ça, il fallait lui montrer que le blob pouvait apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose à une cellule, c'est assez compliqué. Donc, bien sûr, vous n'allez pas prendre au départ un apprentissage compliqué comme les équations différentielles. On est parti avec un apprentissage extrêmement simple. Et cet apprentissage, ça s'appelle l'habituation. Alors, c'est quelque chose qu'on fait tous, tout le temps, sans s'en rendre compte. Je vais vous donner la définition. L'habituation, c'est quand vous rentrez dans une pièce, par exemple, et que ça sent pas bon. Ça sent, par exemple, le moisi. Non, ce n'est pas le cas ici. Mais imaginons, vous rentrez dans une pièce, ça sent le moisi. La première chose que vous faites, vous dites à votre voisin, « Oh, t'as vu, ça sent pas bon, ça sent le moisi. » Mais vous êtes forcé de rester dans cette pièce, et vous allez voir qu'au bout d'une heure, finalement, cette odeur de moisi, vous vous y habituez. C'est pareil avec, par exemple, les bruits de l'autoroute. Les gens qui habitent près d'une autoroute n'entendent plus les bruits au bout d'un moment. Vous, ça vous choque parce que vous l'entendez pour la première fois, mais une personne qui vit à côté s'habitue. Alors, il y a un critère à l'habituation pour définir que c'est réellement une habituation, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Si maintenant, dans cette même pièce qui sent moisi, dans laquelle vous avez passé une heure, il y a une odeur de soufre, une odeur d'œuf pourri, vous allez le sentir directement, parce que vous n'êtes pas habitué à toutes les mauvaises odeurs, vous êtes habitué à l'odeur de moisi. Si maintenant, vous sortez de cette pièce, vous allez vous reposer, vous allez faire un tour en ville, et vous revenez dans cette pièce. Et bien là, vous allez vous déshabituer. C'est ce qu'on appelle la récupération. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, ça sentait le moisi ici. Vous vous êtes déshabitué. Et donc nous, on a voulu voir si le blob était capable d'apprendre à ignorer quelque chose qu'il n'aime pas, mais qui n'est pas nocif. L'odeur de moisi, c'est pas nocif. Vous apprenez juste à l'ignorer. Et donc on a voulu voir si le blob pouvait apprendre à ignorer quelque chose qu'il n'aime pas. Alors le blob, il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Voici un exemple. Ici, vous avez une pastille de sel, et ici, vous avez une pastille de sucre. Et vous allez voir très vite que le blob sait très très bien éviter les choses qu'il n'aime pas. Il arrive à percevoir à distance les substances chimiques dans l'environnement. Donc on est parti de ce principe pour essayer de monter un dispositif d'apprentissage chez le blob. Alors le dispositif était extrêmement simple. Vous aviez un blob, un pont et un flan d'avoine, la nourriture préférée du blob. Alors le but pour le blob, c'était de traverser le pont et de trouver le flan d'avoine et bien sûr de le manger. Alors ça prend quand même 24 heures chez le blob, sachant que le pont fait à peine 2 cm. Alors on avait deux groupes de blobs dans cette expérience. On avait des blobs qui n'étaient pas du tout chanceux, parce qu'ils devaient traverser un pont avec du sel dessus. Et on avait un groupe de blobs qu'on appelle les groupes contrôle, qui devaient traverser un pont sans sel, donc plutôt contents. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le blob traverse un pont sans sel? Tout se passe bien, il s'étale sur le pont, et en 2 heures, il traverse le pont, et ensuite, il trouve sa nourriture. Nous avons affaire à un blob content. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour un blob qui doit traverser un pont avec du sel? Eh bien, le premier jour, le blob, il n'est pas super content. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, mais il fait un tout petit pseudopode, qu'on appelle, un tout petit bras, comme ça. Il essaye d'éviter le pont, et il va mettre 10 heures à le traverser. Mais si on regarde les jours suivants, on peut voir que le pseudopode s'élargit et le blob finalement s'habitue au sel. Et si on le teste au 6e jour, il est complètement content, il ignore complètement le sel. Alors que le groupe contrôle qui n'a jamais rencontré le sel, à qui on le donne pour la première fois, vous voyez, il a une réaction très vive, il n'aime vraiment pas le sel. Donc ensuite, on a bien sûr testé la spécificité, parce que peut-être on avait complètement modifié notre blob. Du coup, on l'a testé avec une autre chose que le blob n'aime pas, et c'est la caféine. Le café, comme les enfants, le blob n'aime pas le café. Et nous, on s'y est habitués, après, avec l'âge adulte. Vous voyez ici, le blob, quand on lui donne du café, ouh là là, ça se passe pas très bien, il fait à nouveau un tout petit pseudopode, et il va mettre des heures à traverser le pont. Ensuite, on laisse notre blob se réveiller, se reposer, on lui propose plus du tout de sel, et qu'est-ce qu'il va faire le blob? Eh bien, il va oublier, il va se déshabituer, et quand on va lui reproposer le sel, il va faire « Oh, ben le sel, j'aime pas ».
Alors cette expérience, elle peut vous paraître extrêmement simple et simpliste peut-être, mais c'était la première fois en science qu'on démontrait un apprentissage chez un organisme dépourvu de tout système nerveux. Et cette expérience qui peut vous paraître simple, elle ne l'est pas du tout. Parce que quand on doit prouver un type de résultat comme ça, on n'entraîne pas un bloc, on en entraîne des milliers. Parce que quand vous devez avoir une preuve scientifique qui soit irréfutable dans le monde scientifique, vous ne devez pas arriver avec « Ah oui, j'ai montré qu'on pouvait entraîner un bloc ». Vous devez montrer que vous pouvez entraîner des centaines, des milliers de blocs pour que le résultat soit vraiment montré comme vrai. Donc ensuite, une fois qu'on avait fait cette expérience, bon, c'était super, mais on a eu une autre idée. Là, on avait montré donc, que le bloc va apprendre quelque chose, mais il y a une caractéristique du bloc dont je ne vous ai pas parlé, qui est absolument géniale. Quand vous prenez un bloc, vous pouvez prendre des ciseaux, mais littéralement des ciseaux, hein, et vous pouvez le couper en morceaux. Alors le bloc n'a pas de système nerveux, donc il ne sent rien, hein, et il va cicatriser en moins de 2 minutes. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Plein de petits blocs autonomes. Et ces petits blocs, si vous les mettez côte à côte, ils vont reformer un gros bloc. Et puis vous pouvez recommencer le cycle comme ça, autant de fois que vous voulez. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné des blobs à aimer le sel. Donc on avait un groupe de blobs qui aimait le sel, et un groupe de blobs qui, eux, n'avaient pas été entraînés, donc vous pensez que le sel, c'était pas bon. On les a fait fusionner. Alors vous allez voir ici ce qui se passe quand on fait fusionner des blocs sur cette petite vidéo. Vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir très bien ici, mais est-ce que vous voyez cette veine se former entre les deux blocs? Voilà. Vous allez voir qu'en fait, les blocs vont connecter leur réseau veineux. Et une fois que les réseaux sont connectés, vous coupez ici. Et vous les séparez et vous les testez avec du sel. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tous nos blocs aiment le sel. Et donc, on a essayé de faire ça avec 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs. Et il suffisait à chaque fois qu'un seul bloc soit au courant que le sel n'était pas nocif pour que tous les blocs apprennent à aimer le sel. Alors là, je vais vous présenter des résultats qui sont... Tout ça, c'est publié. Je vais vous présenter maintenant des résultats qui ne le sont pas. C'est des résultats extrêmement récents qu'on a obtenus en laboratoire. On a voulu aller plus loin. Donc, on a pris des blocs qui aimaient le sel et on les a fait sécher. On voulait voir si le bloc pouvait garder cette mémoire à très long terme. Et ce qu'on a fait sécher le bloc et on l'a réveillé 1 an après. Eh bien, le bloc se souvenait très bien avoir été habitué au sel. Donc, comme je dis aux enfants, c'est comme si on vous faisait manger vos leçons et qu'ensuite, après, vous pouviez la récupérer 1 an après. Alors, qu'est-ce qui se passe entre un bloc qui n'aime pas le sel et un bloc qui aime le sel? Quels sont les mécanismes qui permettent au bloc d'apprendre à aimer le sel? C'est vraiment la question qu'on se pose actuellement, puisqu'on n'a pas de cerveau, c'est forcément un autre mécanisme. Alors, ce qu'on s'est aperçu avec mes étudiants, c'est que quand vous mettez un bloc sur un pont salé, qui doit rejoindre ces flocons d'avoine, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le bloc, il mange le sel. Il ne fait pas juste que passer sur le bloc, il le mange. Sur le pont. Il mange aussi le sel. Et du coup, comment on a découvert ça? Tout simplement, on a pris des blocs et on les a analysés chimiquement et on a dosé le sel dans nos blocs, comme vous faites un dosage de sodium dans les analyses sanguines. Et on s'est aperçu que nos blocs, ils étaient tout salés. Du coup, on s'est dit, mais si le bloc apprend le sel en le mangeant, comment fait-il pour l'oublier? Eh bien, tout simplement, quand un bloc qui est tout salé, qui a mangé plein de sel, explore un pont où il n'y a pas de sel, eh bien, il le recrache directement. Et du coup, on s'est aperçu de ça, bien sûr, en dosant les ponts, cette fois pas les blocs, mais en dosant les ponts, on s'est aperçu qu'ils étaient gorgés de sel. Et du coup, quand on reteste le bloc qui a craché tout le sel, à nouveau, il n'aime pas le sel. Donc il faut imaginer que le blob, il apprend comment? En mangeant sa leçon, directement. Et que sa leçon, elle circule à l'intérieur de ses veines. Donc c'est une belle manière de mémoriser les choses, puisque vous les avez circulant à l'intérieur de la cellule. Donc là, je vous ai montré des expériences où on démontre l'apprentissage chez un organisme sans cerveau. Mais cet organisme, il est bien plus intelligent que ça. Et je vais vous montrer maintenant que le blob, il est meilleur que nous à définir un bon régime alimentaire. Le blob, il sait très bien manger et surtout équilibrer son régime. Alors, au laboratoire, l'été, quand la cantine est fermée et qu'on doit amener notre lunch, on fait des petits paris avec mes collègues et on teste le blob avec différentes sources de nourriture. Donc ici, vous avez la saucisse de Toulouse et ici des tomates. À votre avis, le blob, il va aimer quoi? La saucisse.
Alors on va voir. Et oui, la saucisse est salée. Et là, le blob n'a pas été entraîné à aimer le sel. Et donc, il ne va pas toucher la saucisse, il va manger les tomates. Alors, on a fait d'autres expériences. Alors ici, c'est du chili, alors extrêmement pimenté, vous ne pouvez pas le manger. C'était vraiment horrible, ça mettait la bouche en feu. Et ici, vous avez du pain. Et vous allez voir très bien sur cette vidéo que le blob, ben, lui, les piments, ça ne lui pose pas de problème. Et vous allez voir qu'il se gorge de piment sans aucun souci. Et vous allez voir qu'il allait même faire compresser complètement le piment et se faire sortir toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur et s'engorger. Bon, alors ça, c'est une expérience qui n'est pas très sérieuse. On a fait des expériences sérieuses de nutrition. Et alors, on était face à un problème au laboratoire. Comme je vous ai dit, le blob, il mange du flocon d'avoine. Alors, le flocon d'avoine, c'est bien, mais c'est pas facile à manipuler. Si vous voulez vraiment étudier un régime alimentaire, il n'y a rien de plus qui ressemble à un flocon d'avoine qu'un autre flocon d'avoine. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dû cuisiner pour nos blobs. Alors, cuisiner réellement, on a fait des flans. Alors, un petit peu comme des crèmes brûlées, ça ressemble un peu vaguement à ça. Puisqu'on a utilisé des protéines de lait, du sucre, des sels minéraux et des vitamines. Et on a fabriqué des tas de flans. On en a testé beaucoup. On en a testé en tout 35. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On posait notre blob sur le flanc. Alors, la seule chose qui changeait dans tous ces flancs, c'était la quantité de protéines et de sucre. On voulait voir comment il arrivait à équilibrer protéines et sucre. Et donc, l'expérience est assez simple. Vous mettez un blob et vous les laissez croître sur son flanc. Et à la fin de l'expérience, ce que vous faites, c'est que vous mesurez la taille du blob, la taille qu'il a atteint après un certain temps, et surtout le poids du blob. Et donc, on a fait ça avec 35 flancs. Et on a découvert que le blob, il aimait quand il y avait 2 fois plus de protéines que de sucre dans le flanc. Donc là, on avait découvert donc, le régime qui maximisait la croissance du blob. Une fois qu'on sait ça, on va tester le blob pour voir s'il est capable de défendre ce régime alimentaire. Donc la première chose avec laquelle on a joué, c'est la dilution. On a un petit peu joué avec les régimes light, comme les régimes allégés. Donc vous avez ici un régime très allégé. Donc en fait, les protéines et les sucres sont existants, mais vraiment toute petite quantité. Il n'y a vraiment pratiquement rien dans le flanc. Et vous aviez des régimes très riches. La concentration en protéines et en sucre était très importante. Et ce qu'on voit, c'est que le blob est tout petit sur les régimes riches, mais très élargi sur les régimes allégés. Ce n'est pas à voir par les régimes light, hein, le blob. Mais si vous pesez ces 3 blobs, ils font exactement le même poids. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, le blob ici, il s'étale au maximum pour pouvoir capturer le plus de nutriments possible. Alors qu'ici, il se restreint parce que c'est très riche, et donc quand même contient sa croissance. Et donc ici, le blob n'était pas gêné finalement par la dilution des nutriments. Donc on s'est dit, on va complexifier la tâche un petit peu plus, et on va lui offrir 2 régimes alimentaires. Les 2 sont déséquilibrés. Il n'y en a aucun qui est bon pour le blob. Il y en a un qui est trop protéiné et il y en a un qui est trop sucré. Et ce qu'on mesure ici, c'est la surface couverte sur chaque régime. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le blob couvre en proportion de manière à refaire un régime 2 fois plus protéiné que sucré. Donc il n'a pas de souci avec ça. Du coup, on s'est dit, là, l'expérience est trop simple, le blob est juste à côté. On s'est dit, c'est trop simple pour lui. Donc on a créé une cafétéria pour blob. Donc ici, vous avez le blob, et ici, vous avez des régimes alimentaires. Alors, tous ces régimes sont équicaloriques. C'est-à-dire qu'il y a la même quantité de calories et d'énergie. La seule chose qui change, c'est la proportion protéines-sucre. Et il y en a un seul qui a 2 fois plus de protéines que de sucre, c'est celui-là. Et vous allez voir très vite que le blob ne s'y trompe pas et va directement choisir le régime qui va maximiser sa croissance. Donc là, on avait montré que le blob était capable de mémoire, était capable d'équilibrer son régime alimentaire, mais où s'arrête l'intelligence du blob? Du coup, on s'est dit, on est face à une cellule qui n'a pas de système visuel, elle n'a pas d'yeux par essence, elle n'est qu'une cellule. Est-ce que cette cellule peut naviguer dans son espace? Est-ce qu'elle peut éviter de se perdre? Est-ce qu'il y a une forme de GPS chez le blob? Alors, quand vous observez un blob qui se déplace dans l'environnement, on voit très vite que derrière lui, à la façon des escargots ou du petit poucet, il laisse une traînée derrière lui. Donc, je ne sais pas si vous la voyez ici, toute translucide. Donc, il laisse ce qu'on appelle un mucus. Et on s'est dit, est-ce que le blob n'utiliserait pas ce mucus comme une forme de mémoire? Donc, on a monté une expérience qui est la fameuse expérience du piège en U. Alors, pourquoi fameuse? Parce qu'elle est utilisée en robotique pour les robots aspirateurs. Si votre robot aspirateur sait faire cette tâche, c'est un bon robot aspirateur.
le blob, et ici vous avez une source de nourriture très attractive. Le blob, de sa position, il peut sentir, il peut percevoir cette source de nourriture. Par contre, il ne peut pas voir qu'entre lui et la nourriture, il y a un piège, infranchissable pour le blob. Mais le blob ne peut pas le voir, parce qu'il n'a pas d'yeux. Mais par contre, il peut sentir la nourriture. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le blob? Lui, il va vouloir aller directement à la nourriture. Or, il va tomber dans le piège. Et vous allez voir comment il s'en sort. On voit le blob ici qui se développe, il perçoit sa nourriture, donc il y va directement. Et vous voyez qu'il ne peut pas passer. Mais il va savoir très vite sortir, et retrouver sa nourriture. Alors maintenant, deuxième test, toujours le même blob, toujours la même nourriture, le même piège, mais cette fois, on a couvert le dispositif de mucus. On fait croire au blob qu'il a déjà tout exploré. Là, je vais vous montrer la Ferrari des blobs, le seul en fait qui est arrivé à faire cette tâche dans cette condition-là. Alors vous allez voir, le blob se développe. C'est un petit peu flou. Vous allez voir que déjà il part vers le haut, je ne sais pas trop où il va. Ensuite, il va quand même tomber dans le piège parce qu'il arrive à apercevoir la nourriture. Puis là, il va rester longtemps bloqué. Il ne sait plus où aller, il est complètement paumé. Et vous allez voir qu'il va remonter vers le haut, hop là, il va redescendre, il va retomber. Et là, il va quand même finalement trouver la nourriture. Mais ça, c'était vraiment le meilleur. La plupart du temps, ils n'ont pas trouvé. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le blob, quand il explore son environnement, il le marque pour dire j'ai déjà été là, pour éviter de tourner en rond. C'est quand même pas con comme solution. En fait, il fait juste là j'ai été, là j'ai été, là j'ai été, et il évite de revenir 2 fois au même endroit. Donc bon, continuons dans les découvertes sur les blobs. Qu'est-ce qu'on a découvert après ça? Le blob, malgré sa cellule unique, peut avoir des personnalités. Alors ça peut paraître bizarre pour un organisme qui ressemble à une vieille omelette, mais si, il y a des petites personnalités. Alors comment on a découvert ça? Moi je viens du monde des fourmis. Quand on travaille sur les fourmis, on doit travailler sur plein de colonies de fourmis. Vous ne travaillez pas sur une seule colonie de fourmis, comme en médecine, on ne teste pas tous nos médicaments sur le même humain. Or, dans la recherche sur le blob, les gens prennent un seul blob, le coupent en morceaux, mais ça reste le même blob. Et donc moi j'avais trouvé ça bizarre, et du coup je m'étais mis en quête de trouver des nouveaux blobs. Mais c'est pas une quête facile, parce qu'en science, c'est pas aller dans la forêt, trouver un blob et le ramener au laboratoire. Il faut que votre blob il a été génotypé, comme un pédigré un petit peu. Il faut que quelqu'un ait dit oui, ça c'est bien du Physarum polycéphalum. Et dans la nature, vous verrez, si vous regardez un petit peu, tous les blobs se ressemblent. Et donc j'ai fait appel à des compagnies, et j'ai trouvé que 3 blobs différents, qui étaient vraiment avec pédigré, etc. Un blob japonais, un blob américain et un blob australien. Alors j'ai vu tout de suite la différence quand tous mes blobs sont arrivés au laboratoire, parce qu'à l'époque, quand je fais des flancs d'avoine, je dois prendre de l'avoine et je dois le broyer. Or, en Belgique, il y a une compagnie qui vend de l'avoine déjà en poudre et bio. Donc je me suis dit, c'est bien, je vais faire du bien à la planète, je vais acheter 20 kg d'avoine bio. Mon blob américain n'a pas du tout aimé ça. Il a refusé de le manger. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de sa boîte pour explorer s'il n'y avait pas mieux ailleurs. Le blob américain, en réalité, vous pouvez l'élever que sur du quaker. Donc on s'est dit, ils ne sont pas tous pareils ces blobs. Ils ont beau tous être des Physarum polycéphalum, tous être de la même espèce, ils ont des petites individualités. Et donc on a fait une expérience qui est toute simple. Vous mettez vos blobs au milieu d'un environnement dépourvu de nourriture. Donc vous avez 3 blobs, le blob australien ici, le blob américain et le blob japonais. Ils doivent juste explorer un environnement, une tâche toute simple. Et vous allez voir de suite la différence. Alors vous allez devoir vous concentrer sur 3 vidéos en même temps, vous allez voir que c'est assez facile. Donc tous nos blobs partent et vous allez voir que le blob japonais, c'est un blob qui est extrêmement rapide. Il a déjà exploré toute sa boîte, la moitié là, que lui il a à peine commencé. Voilà, lui il est toujours là. Lui il fait des petits doigts, des tout petits doigts bizarroïdes. Lui il fait des grands éventails. Lui il a fini le tour de sa boîte, donc il s'ennuie, au bout d'un moment il fait le tour de la boîte. Et lui, il n'a toujours pas atteint le bord de la boîte. L'Australien, c'est un mou. Et lui, il fait du mucus partout. Vous voyez, là, c'est un peu... c'est pas très fort. Donc là, on peut laisser tourner la vidéo parce que l'Australien va rester à explorer pendant très longtemps. Parce qu'il est très lent. Du coup, on a fait des petites expériences. Une fois qu'on a montré les différences, on s'est dit, mettons-les en situation. Donc la première expérience qu'on a fait, assez simple, vous avez 2 blobs de la même nationalité, vous avez ici 2 Américains, 2 Australiens, 2 Japonais, mais ils n'ont qu'une seule source de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, sachant que ces 2 individus, ils viennent du même blob d'origine, hein, c'est les mêmes, on les a juste coupés juste avant l'expérience. Alors voici ce qui se passe.
Ben, le globe américain, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui fonce à la nourriture et il y en a un qui se retrouve sans rien. Voilà, et il se retrouve sur le côté. Les Australiens, c'est d'abord, oh, j'ai trouvé un copain, je fusionne avec lui. Et après, ils iront ensemble à la nourriture. C'est le bisounours du groupe. Hein. Et ici, vous avez deux blocs japonais, et eux, ils partagent la nourriture, mais ils partent une fois arrivés quand même. Hein. Du coup, on s'est dit, on va les mélanger tous par groupe. Et alors, si vous mettez un Américain avec un Australien, ou un Australien avec un Japonais, il se passe toujours la même chose. Comme le Japonais et l'Américain sont extrêmement rapides, ils foncent sur le flanc, ils monopolisent le flanc, et l'Australien les suit partout. Dans toute la boîte, il les suit derrière. Mais il n'a jamais rien à manger. Alors le problème, c'est quand vous mettez un Américain et un Japonais ensemble. Alors là, il y a deux situations, deux possibilités. Première possibilité, le Japonais est extrêmement rapide, passe sur le côté et arrive à trouver le flanc. Donc là, il est content. Ou il se passe ça. Alors ça, c'est le drame. C'est l'Américain qui vient de cannibaliser le Japonais. C'est la revanche de Pearl Harbor. En réalité, les deux blocs fusionnent alors qu'ils ne sont pas censés fusionner parce que les blocs fusionnent que s'ils sont génétiquement identiques. Et là, il y a un petit problème de reconnaissance du soi entre le japonais et l'américain. Ça arrive chez les blocs, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et ça ne peut pas survivre, cette fusion avec deux génomes différents. Et du coup, il y en a un qui prend toujours le dessus, et c'est toujours l'américain. Donc on évite maintenant de les garder dans le même placard. Alors maintenant, je vais vous parler d'expérience que mon collègue Toshiyuki Nakagaki, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les rois des blobs, c'est les Japonais. Pourquoi? Parce que l'empereur Hirohito était un grand fan des myxomycètes. Il avait même écrit un livre sur les myxomycètes sous un nom anonyme, et il finançait énormément la recherche sur les myxomycètes. Du coup, ils ont énormément progressé sur cette recherche-là, alors qu'en France, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, il a montré que le blob était capable d'anticiper des événements, faire des réseaux efficaces et trouver son chemin dans un labyrinthe. Et je vais vous montrer tout ça maintenant. La première expérience, c'est sur l'anticipation d'événements. Alors l'expérience était simple. Vous avez un blob, il grossit gentiment, il est content. Au bout de 30 minutes, Toshi lui donnait un petit coup de froid. Alors le blob, quand vous lui donnez un coup de froid, ben, il s'arrête directement. Il stoppe complètement sa croissance. Ensuite, Toshi enlevait le coup de froid et le blob continuait à grandir. Et puis 30 minutes après, pof, à nouveau il fait un coup de froid. Le blob s'arrêtait. Et puis après, il s'est aperçu qu'il le laissait grandir et qu'à 29 minutes et 30 secondes, le blob s'arrête. Sans le coup de froid. Et du coup, il ne mettait pas le coup de froid. Le blob s'arrête un petit peu, puis repartait. Et puis au bout de 30 minutes, hop, il s'arrête. Et donc le blob arrivait à anticiper l'arrivée du coup de froid. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Alors on pourrait imaginer que le blob puisse prédire la météo, mais non. En réalité, c'est un mécanisme qui est extrêmement simple. C'est juste que le blob se synchronise son rythme de croissance sur ses coups de froid, et qu'une fois qu'il s'est synchronisé, il est piégé dans ce rythme. Et finalement, si on le laisse grandir comme ça, au bout d'un moment, il oublie quand même ça. Mais c'était quand même assez extraordinaire. Ensuite, il a fait une expérience sur les réseaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la géographie japonaise, mais voici Tokyo, où il y a un bloc dessus. Et là, ce que vous voyez, c'est des flocons d'avoine qui sont positionnés sur les villes autour de Tokyo. Alors, c'est une carte miniature, hein, elle fait à peine 10 sur 10. Et alors, ce qu'a fait Toshi, c'est qu'il a laissé croître le blob sur ce dispositif. À chaque fois que le blob rencontre un flocon d'avoine, il crée une veine qui va lier la grosse partie du blob, là, vous allez voir. Donc petit à petit, il va trouver très vite tous les flocons d'avoine. Et tout ce qui sert à rien au milieu, là, vous voyez, il fait disparaître. Et donc il va y avoir un réseau de veines qui va se former, qui va relier tous les flocons d'avoine entre eux. Et donc ce qu'a fait Toshi, c'est de comparer ce réseau. Alors il a attendu que le blob ait fini son réseau, donc ça prend à peu près 26 heures pour avoir un réseau complet. Et ensuite il a comparé le réseau de Fisaron avec nous, le réseau ferroviaire japonais. Et il s'est aperçu que le blob, il était meilleur à planifier les réseaux. Alors son réseau, il est moins coûteux, il est plus efficace, il est plus robuste. C'est-à-dire que si vous coupez à un endroit, ben, les villes sont quand même connectées. Alors les gens ont critiqué cette expérience, on dit ouais, mais il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière, c'est triché. Alors Toshi a refait l'expérience en moulant les montagnes et les rivières avec des substances salées.
comme le blob n'aime pas ça, il était forcément obligé de les éviter. Et il s'est aperçu en fait que le réseau était encore plus optimal. Donc il a arrêté un petit peu là. Alors nous, on était un petit peu jaloux, alors on a fait la France, hein, vous imaginez bien. Bon, alors il n'y a pas Arzens sur la carte, mais ça doit être par là. Donc le blob est à Paris. Et oui, la capitale. Et vous allez voir, donc il va connecter, vous allez voir qu'il va vraiment aller partout en France. Hein. Il va aller connecter tous les flocons d'avoine. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, Toulouse est reliée à Paris sans passer par Bordeaux. Alors moi qui prends le train souvent, je peux vous dire, ça serait bien plus optimal de passer par là. Alors la dernière expérience que je vais vous montrer, c'est celle de Toshi sur le labyrinthe. C'est ce qui l'a rendu connu en fait, Toshi. Et c'est aussi grâce à cette expérience que les gens se sont intéressés au blob. C'était en 2000 qu'elle a été publiée. Et alors Toshi a eu pour cette expérience le prix Ig Nobel. Alors c'est pas le prix Nobel, c'est le prix Ig Nobel. Alors c'est pour les recherches qui sont très rigolotes, mais quand même sérieuses. Il faut savoir que cette expérience a été publiée dans Nature, qui est la meilleure revue scientifique. Mais ça a quand même fait beaucoup rire les gens, et du coup ils ont donné le prix Ig Nobel. Donc voici l'expérience. Alors Toshi va marquer avec un A et un B les sorties du labyrinthe. Ensuite il va tracer en rouge le chemin le plus court qui relie A à B. Ensuite il va aller chercher son blob, toujours conserver l'obscurité des globes. Voilà, vous avez vu, il a un grand blob. Et il va prendre des tout petits morceaux. Voici. Et là, vous voyez très bien, en réalité, que le dispositif est tout petit. Il faut beaucoup de munitions pour faire travailler. Voilà. Donc, il met plein de petits bouts de blocs dans le labyrinthe. Et très vite, ces blocs vont s'étendre et fusionner entre eux. Et vous allez avoir un labyrinthe rempli de blocs. Ensuite, il va poser un flocon d'avoine au point A et un flocon d'avoine au point B. Alors, bien sûr, là, le blob, il va tout de suite percevoir ses sources de nourriture. Vous allez voir qu'il y a une vague d'informations qui va passer dans le blob, des grandes vagues. Et très vite, le blob va commencer à supprimer tous les cul-de-sac. Toutes les veines qui servent à rien sont supprimées. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a une seule veine qui relie les deux flocons d'avoine. Et elle prend le chemin le plus court dans le labyrinthe. Alors ça fait réfléchir ces expériences. Alors là, je vous ai montré donc un organisme qui est immortel en laboratoire, qui est quand même doté d'une certaine forme d'intelligence, puisqu'il est capable de résoudre des problèmes, qui grossit sans arrêt. Du coup, on peut se demander pourquoi on n'a pas de blob partout. Pourquoi nous ne sommes pas envahis par les blobs. On a quelque chose qui grossit tout le temps, malgré, ok, il n'aime pas la lumière, mais bon, on devrait en avoir plein de nos forêts. Alors voici la réponse à cette question en image. Voici un petit blob, Stemonitis, qui pousse sur une petite souche d'arbre. En fait, en réalité, est en train de sporuler. Vous voyez la formation des petites boules, là. Vous avez ça son petit frère. Là. Il pousse tranquillement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas envahis par les blobs. Parce que nous avons les limaces. Alors le blob, c'est son prédateur principal, c'est les limaces. Après, il peut être mangé par quelques scarabées. Il y a certaines espèces de scarabées. Alors les humains peuvent le manger, mais honnêtement, c'est pas très bon. C'est pas toxique, hein, mais il n'y a qu'une communauté en Amérique du Sud qui le mange. C'est pas l'espèce sur laquelle je travaille, c'est une autre espèce qui s'appelle Fuligoseptica, qui est mangée frit, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvée comme information sur le côté un petit peu culinaire du blob. Alors, vous allez me dire, mais le blob, ça sert à quoi? Parce que là, c'est bien joli, toutes ces expériences, mais je suis payée avec vos impôts. Vous avez peut-être l'impression que je joue, que je passe ma journée à jouer, ce qui n'est pas du tout le cas, je vous rassure. Et je vais vous expliquer à quoi sert le blob en vous prenant deux exemples. Le premier, c'est cette personne qui s'appelle Eric Kandel. Alors cette personne, c'est un très grand neuroscientifique et il travaillait sur l'humain, sur le cerveau humain. Et dans les années 60, il décide de laisser tomber l'humain pour se consacrer à la limace géante, le lièvre de mer. Alors là, tous ses collègues lui ont dit, ça y est, il a craqué, il a fait un burn-out.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne aussi brillante va s'intéresser à la limace de mer? Et donc lui, il n'a pas écouté les gens, il a continué à travailler sur sa limace de mer. Et en 2000, il a eu le prix, non Ig Nobel, mais Nobel, le prix Nobel de médecine, car c'est grâce aux travaux d'Eric Kandel sur la limace qu'on a compris comment nos cellules nerveuses communiquent entre elles. Et en réalité, il ne pouvait le faire que sur la limace, parce que c'était le seul organisme qui avait des axones, donc des fibres nerveuses suffisamment grosses pour être observées. Un autre exemple, c'est ces personnes-là, qui travaillaient sur un petit organisme qui s'appelait Tetrahymena. Donc c'est un petit cilié. Personne n'a entendu parler, là non plus, c'est pas un animal, c'est pas un champignon, c'est rien. Petit organisme qui vit dans vos forêts aussi. Et donc dans les années 80, ils ont commencé à étudier ça. Personne ne voulait les financer, parce que personne ne trouvait que c'était vraiment pertinent de travailler sur des organismes aussi bizarres. Or, en 2009, ils ont eu eux aussi le prix Nobel de médecine, parce que chez cet organisme, ils ont découvert l'enzyme qui raccourcit les chromosomes à chaque division cellulaire. Donc l'enzyme responsable du vieillissement. Et donc grâce à eux, on a compris tout le processus de vieillissement et ils ont aussi permis de découvrir quelques remèdes contre le cancer. Donc quand on travaille sur des organismes aussi bizarres que celui-là, par exemple, voici un petit cilié aussi, ça, encore un petit cilié. Alors ce que vous voyez ici, c'est pas du tout un animal, c'est une petite cellule avec son petit cou, qu'on peut couper, il repousse aussi. Ça, c'est des organismes qui sont complètement ignorés. Or, ils ont des capacités assez extraordinaires. Et or, à l'heure actuelle, la recherche fondamentale qui s'occupe de ce type d'organisme n'est pas du tout financée. Il faut bien imaginer. La plupart des recherches qui sont financées, ce sont sur les souris et les primates. Or, on a bien compris maintenant comment les primates et les souris, ça marchait. Et ce n'est pas source d'innovation. Et c'est qu'en étudiant des organismes un petit peu bizarroïdes qu'on risque de trouver des nouvelles choses. Donc, par exemple, je vous ai dit que le blob, il mangeait des bactéries et des champignons. Comment fait-il pour les manger? Eh bien sûr, il sécrète des bactéricides et des fongicides. On n'a aucune idée de l'identité de ces molécules. Imaginez si on pouvait, grâce au blob, trouver des nouveaux antibiotiques, des nouveaux antifongiques. Donc clairement, il faut encourager la recherche sur le bizarre, parce que c'est là où il y aura la plus grosse source de progression. Donc, j'espère que je vous ai convaincu, et si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur le blog, mais surtout sur le métier de chercheur, parce que je parle beaucoup aussi, un petit peu une autobiographie aussi sur le métier de chercheur. Qu'est-ce que c'est au quotidien d'être un chercheur? De lutter pour trouver des financements, parce qu'à l'heure actuelle, on fait plus de la recherche de financement que de la recherche biologique, en réalité. Et pour les enfants qui ont été très sages pendant cette conférence, j'ai un tutoriel sur YouTube qui est complètement accessible. Et vous pouvez savoir comment élever un blob. Donc aujourd'hui, je vous ai amené, pour les enfants, des blobs séchés. Et dans ce tutoriel, vous apprendrez comment les élever. Donc il faut absolument regarder ce tutoriel. Surtout pas prendre votre blob ce soir, le mouiller et attendre demain. Surtout pas. Suivez bien les étapes si vous êtes sûr de réussir votre élevage. Et ça vous apprendra aussi à le rendormir. Hein. Les parents, ne vous inquiétez pas. On apprend aussi à le sécher. Cette soirée, je vous avais posé une question qui concerne la viticulture, à laquelle vous m'aviez répondu négativement en disant que c'était peut-être pas possible. Mais il y a une maladie qui touche les cèpes de vigne depuis très longtemps, donc qui est connue par les Romains, et qui s'appelle l'ESCA, et qui tue actuellement énormément de souches, parce qu'auparavant on maîtrisait la maladie en mettant de l'arsénite de sodium, donc un produit très délicat et très inoffensif, bien sûr, et qui est interdit maintenant, et seulement il y a une explosion du développement de la maladie. C'est une maladie donc, qui ronge le cèpe à l'intérieur par ce champignon. Et vous avez posé la question, est-ce que vous ne pensez pas que le bloc pourrait servir justement comme un produit phytosanitaire plutôt que d'avoir des produits de Bayer ou des Monsanto?
utilisé le blob pour enlever les champignons, c'est que le blob, il aime l'humidité et l'obscurité. Alors, je ne sais pas si les pieds de vigne aiment... Alors, peut-être la nuit, peut-être mettre du blob la nuit, quand la vigne était bien arrosée. Là, ça pourrait le faire. Mais en journée, là, ça va... Voilà. En journée, il ne va pas aimer. Le blob, en fait, est très sensible aux UV, tout simplement parce que c'est une seule cellule. Et vous savez que les UV dégradent l'ADN. Et donc, lui, il n'a rien pour se protéger. Il n'a pas de membrane cellulosique comme les plantes, ou de la chitine comme les champignons pour se protéger. Donc, les UV l'attaquent directement. Donc on peut mettre un blob à la lumière, bien sûr, pendant 1 heure, mais pas plus. Sinon après, ça le dégrade. Bon, je vais poser ma question. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être des enfants qui ont des questions aussi dans la grande enfant. Je vais commencer par le jeune homme, là. Si tu veux. Pourquoi tout à l'heure sur la vidéo, là où il mange le champignon, il y avait un liquide rouge? Alors le liquide, en fait, il provient du champignon. Quand le blob passe dessus, il le contracte un petit peu parce que le blob, il a un petit peu des fibres musculaires, c'est un petit peu des muscles, et donc il contracte le champignon et donc ça fait sortir l'eau du champignon. L'eau qu'on voit, c'est l'eau du champignon. Parce que vous savez, tu sais, un champignon, c'est gorgé d'eau. Donc si on presse un champignon, il va y avoir un liquide qui va sortir, et c'est ce que fait le blob. Il presse le champignon. Bonsoir. J'ai été très admiratif pour vos recherches et je me suis posé tout de suite une question. Les racines des plantes ont-elles un fonctionnement qui est un petit peu dans le même style, c'est-à-dire qu'à la recherche des aliments pour se nourrir? Et est-ce qu'on a déjà fait des expériences en boîte de pétri comme vous avez fait pour essayer de voir s'ils faisaient aussi les labyrinthes comme le blob? Alors pour le labyrinthe, les plantes, il n'y a rien qui a été fait, mais par contre, clairement, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'équipes qui se concentrent sur l'intelligence des plantes parce qu'ils ont montré que les plantes pouvaient apprendre elles aussi. Elles aussi n'ont pas de système nerveux. Et sur les régimes alimentaires, j'ai assisté à une thèse, donc ça n'a pas encore été publié, mais j'étais dans un comité de thèse il n'y a pas longtemps où une jeune fille présentait ses résultats où elle avait fait pousser des racines dans différents pots qui offraient différents régimes alimentaires. Et on voyait que la plante savait très bien se développer sur le régime qui était le meilleur pour son fonctionnement. Mais elle n'avait pas de recherche active du régime comme dans l'histoire du blob, puisqu'elle était vraiment posée dessus. Mais je suis sûre que les plantes sont capables, puisqu'elles sont même capables de détecter la présence d'eau par les vibrations du sol. Donc les plantes, c'est en train de vraiment faire un boom en ce moment. Parce que vraiment, jusqu'à présent, les neuroscientifiques pensaient qu'il fallait absolument un système nerveux pour avoir une petite forme de mémoire. Or, en ce moment, tous les chercheurs sur les plantes, les chercheurs sur les organismes unicellulaires sont en train de un peu faire basculer ça et montrer qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un système nerveux pour montrer une forme d'intelligence. Alors, il se reproduit de façon sexuée, donc pas vraiment comme les mousses. Enfin, je ne connais pas la reproduction des mousses à la fois. Peut-on étudier le génome du blob? Oui. Alors, le génome du blob a été publié en décembre 2015. Donc là, il y a un gros problème avec, bien sûr, comme d'habitude, le blob ne fait pas comme tout le monde. La séquence, vous savez, c'est 4 lettres, ACTG. Ça forme des codons et ça forme des gènes. Et chez le blob, il y a des lettres qui sont répétées des milliers de fois. T, 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 T. Ça fait que quand les enzymes qui doivent recomposer le génome passent, elles lâchent. C'est un petit peu comme un véhicule qui partirait. Et du coup, on est face à des milliers de petits fragments. Donc c'est comme si on avait un puzzle. Comme si vous aviez un grand puzzle avec que des pièces bleues et qui avaient toute la même forme et que vous devez recomposer ce puzzle. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a bien le génome du blob, mais on ne sait pas l'assembler. Et sans l'assembler, on ne peut pas l'annoter. C'est-à-dire dire, ah ben ce gène il sert à ça, ce gène il sert à ça. Donc on a des grandes parties qu'ils ont pu annoter, donc ils ont pu découvrir des gènes qui sont très similaires aux nôtres, par exemple pour les ribosomes, les choses comme ça. Ils ont pu par exemple remonter à 1 milliard d'années aussi, dans ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, grâce à certains gènes, ils ont pu voir qu'ils étaient très anciens, mais il y a beaucoup de gènes qui sont manquants à l'heure actuelle. Alors moi j'ai rencontré il y a 1 mois la personne qui avait fait le génome de Physarum, ils sont en train de retravailler avec du coup de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du machine learning, pour essayer de recomposer le génome. Une autre question, est-ce que les noyaux sont indépendants l'un de l'autre? Ah, c'est une excellente question. Ou est-ce qu'ils sont coordonnés? C'est une excellente question. C'était le sujet de thèse de mon étudiant au départ, mais c'était beaucoup trop coûteux comme recherche, donc on a dû abandonner. Alors, les noyaux sont synchrones dans leur division. Tous les noyaux se divisent en même temps toutes les 8 heures.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si tous les noyaux font la même chose en même temps, mis à part la division. Par exemple, le blob produit de l'actine. L'actine, donc, c'est une molécule qui permet de contracter, c'est ce qu'on a dans nos cellules musculaires. Il en produit tout le temps parce que c'est ce qu'il y a autour des veines qui permet la contraction des veines et le mouvement. On ne sait pas si tous les noyaux sont impliqués dans la production d'actine ou s'il y a juste une sous-population et d'autres noyaux qui font autre chose. On ne sait pas à l'heure actuelle. Donc c'est une question qui demande en fait réellement beaucoup d'argent parce que c'est de la microscopie et ça coûte de l'argent. Est-ce qu'il y a une comparaison possible avec le comportement des acrasiales, des amibes coloniales acrasiales, donc qui sont des amibes d'une autre classe? Alors la seule comparaison, c'est qu'ils font partie du règne des amébozoaires, donc ça veut dire que c'est des organismes qui vont se développer avec des pseudopodes et qui vont manger par phagocytose, c'est-à-dire qu'ils vont engouffrer la nourriture, donc ils ont des choses qui sont similaires. La seule chose, c'est que les amibes sont mononucléées, elles ont un seul noyau et donc elles sont microscopiques. Mais sinon, ensuite vous avez un autre, ce que j'appelle moi le cousin du blob, qui est Dictyostelium, qui est quelque chose qui ressemble beaucoup aux amibes, qui est vraiment un entre-deux entre l'amibe et le blob, qui sont des toutes petites amibes, et qui, quand elles sont très affamées, quand elles se retrouvent dans un environnement, elles signalent qu'elles sont affamées, elles se regroupent toutes, et elles vont former un petit organisme pluricellulaire. Donc c'est la première fois où elles seront visibles à l'œil nu, parce qu'elles sont agrégées, et elles forment une petite limace qui se déplace comme ça. Et donc c'est vraiment entre l'amibe et le blob. Donc en fait, c'est vraiment un groupe d'organismes, il faut imaginer les amébozoaires, ces organismes qui sont très proches finalement des animaux dans leur fonctionnement, dans leur comportement, et qui se sont essayés à la multicellularité, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout. Oui, notamment dans la formation de sporulation, voilà. Le système de sporulation. Oui, alors, tous les amébozoaires sporulent. Donc c'est le Dictyostelium sporule aussi. Bon, moi, je voudrais savoir si on en trouve rigoureusement sur le globe entier, c'est-à-dire aussi bien au pôle Nord que dans la jungle, l'Everest ou les abysses. On n'en trouve pas dans les régions arctiques du tout. On peut en trouver en haute montagne, parce qu'il y a des myxomycètes qui sont spécialistes, qui sont sous les glaciers. Alors là où on va trouver la plus grande diversité, c'est en milieu tempéré, donc chez nous. Et dans le milieu tropical, vous allez en trouver bien sûr, mais la diversité, bizarrement, comparée aux insectes, est beaucoup plus petite. Et vous allez aussi en trouver en milieu désertique, mais toujours associé à des plantes, près de cactus, parce qu'il leur faut quand même une source d'eau. Alors ici, par exemple, en France, on est chanceux, on a une grande diversité. Et le plus répandu, que vous allez tous observer si vous partez après une grosse pluie comme aujourd'hui, et que si demain il fait un peu chaud, qu'il y a un peu de soleil, vous allez trouver des grosses éponges jaunes, et c'est Fuligo septica, c'est vraiment l'espèce la plus courante en France. On envoie des photos tous les jours en ce moment, des gens qui ont trouvé Fuligo dans leur jardin. Il faut juste fouiller parce qu'il il faut fouiller sous les feuilles, faut vraiment. Et c'est vraiment, quand je dis dans les forêts, c'est les arbres morts, c'est-à-dire une souche d'arbre, un arbre qui est tombé il y a un an, qui est bien pourri. Alors là, il faut fouiller sous les écorces et là, on trouve plein. Il faut fouiller. Si on trouve un blob écarré, est-ce qu'on peut le recueillir et le cultiver? Alors vous pouvez essayer. Ça ne marche pas avec tous les blobs, parce que tous les blobs ne mangent pas du flocon d'avoine. Mais je connais quand même plusieurs personnes qui l'ont trouvé, qui les ont ramenés chez eux et qui les ont gardés quand même 1 à 2 semaines sur des flocons d'avoine. Il y a une autre espèce qui ressemble beaucoup à Physarum, qui s'appelle Badamia et qui s'élève très facilement à la maison avec des flocons d'avoine. Fuligo, le gros en éponge, peut aussi manger des flocons d'avoine. Sinon, j'ai des gens qui ont trouvé des blobs et les ont nourris avec des girolles. Et ils les ont gardés comme ça pendant 2 mois. Donc, faut tout essayer, disons. Pourquoi simplement cette seule espèce que vous étudiez, pas les autres? Alors pourquoi on étudie une seule espèce? Parce que déjà c'est bien compliqué, parce qu'il y a déjà très peu de recherches qui sont faites sur celle-là. Et quand vous faites de la recherche, si vous partez de rien, c'est extrêmement difficile. Et donc habituellement, on choisit une espèce modèle qui est facile à élever en laboratoire, qu'on peut facilement cultiver, parce qu'il faut qu'on puisse comparer nos résultats avec des équipes au niveau international. Et donc si on commence à tous travailler sur des espèces... Moi j'aimerais beaucoup que tout le monde travaille sur plein d'espèces de blobs, sauf qu'en France on est 3. On est 3 à travailler sur les myxomycètes. Et du coup, à 3, si on commence avec 3 à travailler sur des espèces différentes, on sera un petit peu perdu.
Donc si en effet il y avait autant de gens qui travaillent sur les fourmis que sur les blobs, ça irait. Parce que sur les fourmis, on travaille, quoique on travaille sur peut-être 100, 150 espèces sur les 10 000, mais on en travaille quand même sur beaucoup d'espèces. Mais sur le blob, en fait, on est restreint par le nombre de chercheurs. Donc il y a 3 espèces qui sont étudiées principalement. Mais c'est vraiment dommage, mais il faudrait que tout le monde se mette à travailler sur les blobs. Pourquoi êtes-vous passé des fourmis au blob? Alors ça, c'est par hasard, comme tout ce qui se passe en sciences. Moi, je travaillais en Australie à l'époque. J'étais chercheur en Australie et mon directeur de laboratoire était en train d'écrire un livre sur la nutrition. Moi, je fais de la nutrition. Et son livre, c'était la nutrition de l'insecte à l'homme. Et il me dit, ah, ça serait tellement bien que ce soit de la cellule à l'homme. Et je dis, ouais, mais il te faudrait un organisme unicellulaire que tu puisses voir pour que tu puisses expérimenter tes histoires de cafétéria, etc. Et du coup, il a dit, oui, mais il y a ce truc-là, le japonais, là, avec son labyrinthe, c'est bien un truc unicellulaire. Et du coup, on l'a récupéré parce qu'il est en vente en Australie assez facilement, Physarum. Du coup, on l'a récupéré, on l'a élevé. Et donc, moi, je repartais en France, en plus, le mois d'après, parce que j'avais eu le concours au CNRS. Du coup, en un mois, on a dû monter une manip en express, cuisiner pour ces blogs, alors qu'on ne connaissait rien du tout. Et du coup, quand je suis partie, l'expérience n'était pas terminée, il fallait que je la termine une fois en France, donc je l'ai ramenée en France. Et du coup, je l'ai gardée parce que je me suis attachée un petit peu. Vous me demandiez si on peut s'attacher. Mais au début, c'était vraiment dilettante, je faisais vraiment la majeure partie de mes recherches avec fourmis. Petit à petit, il a commencé à rogner mon temps de recherche. Donc maintenant, c'est 50-50. Vous lui avez donné un nom? Ah non, moi je l'appelle le blob. Déjà, il y a eu des mécontents. Alors le seul qu'ils aient trouvé fossilisé, il a 14 millions d'années. Mais ils ne l'ont pas réveillé. Hein. Il était piégé dans l'ambre. Mais en réalité, des blobs séchés, vous pouvez les réveiller que 1 à 2 ans après. Après, ils ne se réveillent plus. Parce qu'il faut imaginer que c'est séché, mais c'est quand même un organisme vivant. Et donc petit à petit, il se dégrade. Donc vous pouvez les garder 1 an ou 2 ans, mais pas plus. Par contre, les spores peuvent survivre 8 à 10 ans. Sans problème. Quels sont, s'il vous plaît, les arguments scientifiques qui permettent de dire qu'il appartient au règne animal et pas végétal? Alors, il n'est pas dans le règne animal. Il est dans le règne des animaux zoaires. Alors, comment on sait que ce n'est pas un végétal? Déjà, il ne respire pas comme les plantes. Et il n'a pas de chloroplaste. Donc, vous savez, la respiration des plantes, elle est inversée par rapport à la nôtre. Du coup, il ne produit pas de chlorophylle. Donc déjà, ça c'est clair. Ça a été très facile de voir que ce n'était pas une plante. Il a été pas très longtemps placé dans les plantes. C'était juste ses pigments et ses couleurs qui faisaient penser aux plantes. Alors pourquoi c'est pas un champignon? Parce qu'il ne mange pas comme un champignon. En fait, les champignons, ils absorbent leur nourriture par ce qu'on appelle de la pinocytose. Donc c'est des tout petits éléments qu'ils mangent. Ils ne sont pas capables de manger une bactérie, c'est beaucoup trop gros. Ils vont manger des ions, du sodium, du calcium, etc. Donc c'est toutes petites choses qui passent leur membrane. Le blob, à l'inverse, il fait de la phagocytose. C'est un vorace, donc il va engouffrer sa nourriture. Et c'est pour ça que les gens pensaient que c'était un animal, parce qu'il mangeait comme un animal. Mais en réalité, en faisant l'horloge moléculaire, on s'est aperçu que c'était bien plus ancien que les animaux. Et surtout, les animaux, la définition première, c'est que c'est des organismes pluricellulaires, composés de plusieurs cellules. Et là, on est face à un organisme qui a une seule cellule. Et donc, petit à petit, en fait, en faisant des caractéristiques, mais il faut savoir qu'à l'époque, on ne peut pas vraiment les condamner parce que il n'y avait pas tout l'équipement qu'on a à l'heure actuelle pour classer. Et vraiment, ce qui a permis de classer le blob dans les amoebozoaires, c'est le génome. Ils ont regardé le génome, ils ont vu les similitudes de gènes entre le blob, les amibes comme Amebois proteus, par exemple, Dictyostelium, ils ont pu les reclasser dans un grand règne. Mais c'est pour ça. Au départ, ils ont regardé juste le comportement, et c'est pour ça qu'ils avaient pensé, ils ont vu les spores, ils ont vu les sporanges, ils ont dit, ah, mais ça c'est un champignon. Alors, dans la cellule, il y a exactement tout ce qu'il y a dans nos cellules à nous. Donc, vous avez le noyau, les appareils de Golgi, les réticulums endoplasmiques, les mitochondries, les vacuoles, tout ce que vous avez trouvé dans une eucaryote. La seule chose qu'il a en plus de nous, c'est ce petit pigment qui donne sa couleur jaune, qui s'appelle physarochrome, et qui est un pigment qui peut percevoir, qui est un photorécepteur qui permet de percevoir la lumière, qui permet de s'en écarter. Mais voilà, sinon, c'est vraiment une cellule eucaryote classique, mis à part le fait qu'elle a plein de noyaux, mais c'est assez classique aussi. Il y avait une question au fond. Est-ce que vous n'aurez pas essayé de faire consommer des ordures, par exemple? Alors, pas moi, mais il y a des gens qui l'ont fait. Pas
Staphysarum polycéphalum, mais son petit frère Fuligoseptica, il s'est avéré qu'il est capable d'accumuler des métaux lourds. Il peut accumuler du zinc 1000 fois plus que n'importe quelle cellule du règne vivant. Il peut accumuler du manganèse aussi, sans avoir aucun souci avec. Donc, il ne le détruit pas, mais il le stocke. Donc, ce serait un très bon dépouilleur de sol. Mais pour l'instant, ce n'est pas une piste qui a été suivie. Mais il y a eu quand même 2 articles scientifiques qui ont repéré ces taux de métaux lourds dans ces mycéliums. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation, elle est super. Une question, est-ce que, donc là, on regarde des propriétés extraordinaires de cet organisme, est-ce qu'il y a des applications dans le monde médical? Alors à l'heure actuelle, les seules applications, ça va être en chimie parce qu'ils essayent de définir en fait toutes les molécules qu'ils produisent. Donc à viser plutôt antibiotiques, antifongiques. Donc ça va être un pan de recherche. Et l'autre pan, c'est sur la formation du réseau veineux, qui en fait obéit exactement aux mêmes lois que la réseau de vascularisation des tumeurs. Donc en fait, ce réseau, il peut vraiment être manipulé, vraiment le blob le manipule sans arrêt, change les veines. C'est pas du tout un réseau qui est fixe. Et c'est exactement comme ça que se forment les premiers réseaux de vascularisation. Vous savez, quand les tumeurs se forment au départ, elles s'auto-alimentent, en fait, elles détournent la circulation sanguine, elles se font leur propre réseau ensuite. Et ils se sont aperçus, des chercheurs allemands se sont aperçus que ça obéissait exactement aux mêmes lois de morphogénèse. Donc, et ils utilisent du coup le blob, parce que c'est plus facile que des tumeurs, pour étudier, pour justement perturber ce réseau. Mais c'est les deux seules, je dirais, recherches qui sont actuellement vraiment à portée médicale. Je vous prie de m'excuser, j'ai pas compris comment le blob, lorsqu'il est de l'autre côté du U, il ne le voit pas, mais comment il sait qu'il y a de la nourriture? Alors, le blob peut percevoir des gradients de substances chimiques dans l'environnement. Quand vous mettez une sorte de nourriture, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais dans toutes les expériences, le blob, en fait, il se déplace sur du gel. C'est de l'agar-agar. Vous savez, on en vend pour les pâtisseries. Donc, ça forme un gel. Et quand on met la nourriture dans un petit puits, la nourriture, les substances de la nourriture, elles diffusent dans le gel. Et du coup, de sa position où il est, il peut les percevoir. Et lui, il va les percevoir, du coup, il va aller vers ces substances. Et vu que quand il se rapproche, la concentration augmente, il a encore plus envie d'y aller, encore plus envie d'y aller. Et il va pouvoir suivre ces substances. Et c'est là où c'est fort, parce que quand il doit contourner le U, il doit aller contre son instinct qui est d'aller vers les concentrations plus élevées, et donc il doit aller à l'inverse de la concentration, puisqu'il doit s'éloigner de la nourriture pour pouvoir le contourner. Et c'est ça qui était assez impressionnant dans cette expérience, le fait qu'il puisse changer de direction. En fait, le blob, c'est vraiment un petit senseur, il peut percevoir des tas de choses. Il peut percevoir le degré d'humidité, des substances chimiques, de la température. C'est pas juste une cellule avec rien, c'est vrai que c'est qu'une cellule, mais sur sa membrane, elle a des récepteurs. Elle peut percevoir des substances amères, des substances sucrées, certaines protéines, etc. C'est l'extérieur ou c'est comme vous aviez expliqué tout à l'heure, il les fait rentrer à l'intérieur? Alors, des fois, il les fait rentrer. Alors ça, c'est vraiment une découverte qu'on a fait récemment, le fait qu'il pouvait manger des choses qu'il aimait pas. On savait qu'il mangeait des choses qu'il aimait, ça on savait, mais on ne savait pas qu'il pouvait, quand il passait le pont, on pensait qu'il pensait sans rien faire, on ne savait pas qu'il pouvait activement récupérer le sel. Et du coup, maintenant, on arrive à lui apprendre en fait, à aimer le sel sans passer par l'entraînement, juste en lui injectant le sel directement dans la cellule. Beaucoup plus facile pour nous, ça nous fait gagner du temps. La phase d'entraînement, c'est quand même 5 jours. Quoi. Bonjour, je voulais savoir, qu'est-ce qui différencie les 720 sexes? Alors c'est génétique. Vous savez, comme nous, les femelles, c'est XX et les garçons XY, au niveau des chromosomes, notre sexe est déterminé génétiquement, en réalité. Et bien, le blob, c'est pareil, sauf qu'il n'a pas des chromosomes qui sont dédiés au sexe, mais il a juste une séquence de gènes sur un des chromosomes, et c'est 5 gènes différents, et avec une combinatoire, ça fait 720 possibilités. C'est tout. Mais du coup, il n'a pas une caractéristique de... On ne peut pas savoir le sexe quand on les regarde, par exemple. Oui, mais comme il y a des milliers de noyaux, tous les noyaux sont... C'est les mêmes parce que tous les noyaux en fait viennent d'un noyau unique qui s'est répété. Comme toutes nos cellules sont XX, par exemple chez les filles, tous les chromosomes, tous les noyaux du blob ont le même sexe aussi, parce qu'ils partent d'un seul noyau de départ comme nous. Vous savez, nos cellules, elles ont toutes le même génome en fait, elles sont toutes identiques, enfin par leur fonction, mais elles ont toutes les mêmes chromosomes à l'intérieur. Le blob, c'est pareil. Donc en fait, le sexe, il est
est terminé le jour de la reproduction, avec l'assemblage des deux cellules. Oui, supposons que nous découvrions une souche d'arbre, il n'y a rien. Le lendemain, on passe et on voit un blob. Comment est-il arrivé là? Quand on voit un champignon, on sait qu'il y a du mycélium. Quand on voit un animal, on sait que, une personne, on sait que, mais lui... Alors le blob, comme il a une croissance exponentielle, il peut clairement apparaître du jour au lendemain, mais la plupart du temps, quand il apparaît du jour au lendemain, c'est que soit il y avait une sclérote qui était cachée, que les gens n'ont pas vu, et qui, du fait qu'elle soit humidifiée, fait un blob très grand, très très vite, soit il y a eu une germination de spores. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y avait des sclérotes. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je l'ai vu hier, puis il a disparu, puis il est revenu, puis il est disparu, puis il est revenu. » En fait, il ne disparaît pas. Souvent, déjà, il se cache. Il peut vraiment aller sous les feuilles quand il y a du soleil et revenir le lendemain et être tout à fait gros. Parce qu'il peut prendre plusieurs formes. Il peut être vraiment cotonneux comme ça et aussi avoir une forme de mycélium, d'être très étalé et très aplati. Donc, on peut ne pas le voir. Donc, vraiment, ça apparaît toujours un petit peu magique, mais en fait, il est toujours là. Il n'apparaît pas comme ça. Et alors, comment il apparaît à cet endroit-là précis? La plupart du temps, c'est par les spores. Les spores, il y en a partout. Alors, quand vous allez dans la nature, c'est ce que j'explique dans le tutoriel, si vous voulez vraiment trouver un blob, vous prenez, là il faut le faire un peu plusieurs fois, vous prenez plein de petits bouts de bois dans la nature, des bois morts, et vous les remplissez, vous les mettez dans une caisse, un Tupperware, vous remplissez d'eau. Vous laissez ça pendant 24 heures. Le lendemain, vous enlevez l'eau, vous gardez juste votre petit bout de bois sur un sopalin humide, et vous laissez ça à l'ombre pendant 3 semaines, 4 semaines, juste vérifier que le petit sopalin est encore humide. Et la plupart du temps, dans 1 fois sur 10, vous allez voir un petit blob sortir. Parce qu'en fait, des spores, il y en a partout. C'est juste qu'elles n'ont pas forcément les conditions pour germer. Parce qu'il faut des conditions d'humidité particulières et une température particulière. Donc les vrais collectionneurs de myxomycètes, ce que je ne suis pas du tout, les collectionneurs de myxomycètes, il y a une dame qui s'appelle Marianne Meyer en Belgique, qui est la spécialiste mondiale des myxomycètes, qui a écrit un livre qui les classifie, qui collectionne les myxomycètes. C'est comme ça qu'elle fait. Elle va dans la nature, elle cherche des petits bouts de bois et elle attend, elle est très patiente. Elle attend, elle regarde à son microscope, qu'est-ce qui sort, etc. Bon. Moi, j'ai fait ça une seule fois avec mon neveu, ça a marché, on a trouvé des tout petits, par contre, ils n'ont pas beaucoup poussé. En ce qui concerne cette F unicellulaire, y a-t-il des particularités spécifiques en ce qui concerne la membrane cellulaire? Alors non, c'est une bicouche lipidique classique comme toutes nos cellules à nous. Elle n'a pas vraiment de paroi et c'est pour ça qu'elle est extrêmement fragile. On la coupe en rien dedans, on appuie sur le blob, ça coupe sa membrane, c'est pour ça aussi qu'il cicatrise très très vite. La seule chose qu'il a de particulier, c'est que cette membrane sécrète en permanence ce mucus. Ce mucus, il l'a dessus, il l'a partout, il l'a dessous, et ça lui permet d'éviter la dessiccation. Parce que le plus gros danger du blob, sa plus grande chance de mourir, c'est de sécher trop vite. Parce que nous, on peut le faire sécher et faire une sclérose, mais c'est un processus qui est très lent. C'est quand vraiment l'humidité, comme dans la nature, s'en va petit à petit. Je veux dire, là, c'est gorgé d'eau, ça va prendre, à mon avis, 1 semaine pour sécher. Mais là, pour le blob, c'est parfait. Mais si d'un coup, on le sèche avec un sèche-cheveux, comme dans le dessin qui est une caricature, là, le blob va mourir tout de suite. Donc lui, son plus grand danger, c'est la dessiccation. Donc en fait, dès qu'il sent que les conditions commencent à s'assécher, il rentre déjà dans un processus de sclérotisation, qu'on appelle. Et là, c'est le seul moment où, dans la paroi, on va avoir de la cellulose. Donc le blob va synthétiser de la cellulose pour rentrer dans une formation. Parce que la sclérote, par contre, elle est indestructible. On peut les mettre dans la poche, on peut la frotter, etc. Ça va redonner un blob. Le blob, vous ne pouvez pas commencer à faire ça. C'est pour ça qu'avec les enfants, la sclérote que je donne ce soir, on la met dans une poche, un petit prospectus. Pas de soucis. Oui. Ouais. Là, c'est qu'une molécule, la cellulose, c'est la même molécule. Quand on dit cellulose, c'est la même molécule. Donc lui, il est capable de la synthétiser, mais il n'est pas capable de la digérer, par contre. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, ça serait super bien pour digérer la cellulose et faire des sucres », mais non, ils ne digèrent pas la cellulose, ils ne mangent pas de plantes ou blob. Pardon, si je veux d'un blob comme ami et que je me rends en forêt, comment est-ce que je peux faire la différence entre un champignon et un blob, justement? Ah oui, alors il y a beaucoup de risques. Alors la seule chose, c'est qu'il y en a un en particulier de champignon qui ressemble fortement à un blob. Mais la différence, c'est que le champignon, donc comme dans sa paroi il y a de la chitine, il est un petit peu plus solide quand on appuie dessus, il est un tout petit peu moins gluant quand même. Et puis surtout, le lendemain, si vous revenez, le champignon, il aura grossi, mais il ne sera pas parti à 10 cm. Le blob, oui. La différence entre le champignon et le blob, c'est surtout que le blob bouge.
ce que ne fait pas le champignon. Et après, il y a vraiment une texture, alors aujourd'hui je ne vous en ai pas amené, je suis vraiment désolée, mais c'est une texture qui est vraiment gluante, quoi. C'est vraiment, c'est tout mouillé, et ça ne se tient pas. Vous prenez le blob, il se décompose directement. Après un champignon, vous pouvez le prendre sans aucun souci. Le blob, vous n'allez pas pouvoir le prendre comme ça. C'est bon. Alors, il n'y a pas de membrane dans cette veine. Il faut imaginer que vous avez, donc à l'intérieur de la cellule, on a ce qu'on appelle le cytoplasme, donc c'est un liquide normalement, et dans nos cellules à nous, vous savez, le cytoplasme bouge très peu. Alors dans le blob, le cytoplasme, il a deux phases. Il y a une phase qui est quasi solide, comme un gel, et une phase qui est extrêmement liquide. Et c'est l'interface entre ces deux phases qui forme une veine. Vous avez solide, liquide, solide, ça vous fait donc... Et autour du liquide s'organisent des fibres d'actine et de myosine qui permettent de contracter la cellule. Et du coup, c'est pour ça qu'elles peuvent se former dans n'importe quoi. Et dans les veines, on voit circuler les noyaux et tout ça. Mais les noyaux peuvent être aussi dans la phase solide.